En 48 heures, un télégramme classé secret transforme deux chiffres, 5 et 6 milliards, en ultimatum pesant sur un pays enclavé. Ce message exige de céder l'or national ou de payer immédiatement, tandis que les capitales occidentales observent le Burkina Faso comme une simple variable à contrôler. Au centre de ce compte à rebours, Ibrahim Traoré se retrouve face à une décision où chaque choix peut redessiner l'axe financier et politique de la région, faisant de Ibrahim Traoré Burkina Faso bien plus qu'un mot-clé. Que signifie vraiment ce choc pour les citoyens ordinaires dont le quotidien dépend soudain d'un télégramme de 4 pages ? L'ultimatum de 48 heures impose un risque inédit, ce qui semblait une simple mise à jour de dette devient un test direct de souveraineté. Pour le public, la promesse est claire. Comprendre avec précision comment un télégramme confidentiel peut modifier, en quelques heures à peine, l'équilibre financier, politique et social d'un pays entier. Une promesse de lecture lucide, 10 à 12 mots, sans emphase, inutile. Cette enquête s'engage à suivre la séquence complète. L'arrivée du document secret, la réaction immédiate des institutions, la bascule géopolitique, les premières perturbations économiques, puis les répercussions qui s'étendent jusqu'aux ménages, aux entreprises et aux partenaires régionaux. À mesure que l'histoire avance, un signe discret retient l'attention. Les acteurs extérieurs semblent persuadés que le Burkina Faso n'osera pas contourner l'ordre établi. Or, c'est précisément cette certitude, rarement questionnée, qui transforme toute la situation en confrontation ouverte. La question sous-jacente, essentielle mais encore sans réponse, devient alors un moteur narratif central. Jusqu'où peut aller un État qui refuse de céder un actif considéré comme stratégique par des puissances extérieures? Un détail passé inaperçu se révèle décisif. Le télégramme classé secret est arrivé à l'aube du 12 août, déclenchant une réaction institutionnelle en moins de 20 minutes, un rythme anormal pour une simple affaire de dette. Et un chiffre s'impose immédiatement, 5 à 6 milliards, montant assez élevé pour transformer un rappel comptable en menace directe, ce qui indique que l'enjeu dépasse largement les formulations diplomatiques habituelles. Un détail révélateur, ouvre un décor géopolitique où chaque acteur semble déjà en tension. Depuis plusieurs mois, une cellule discrète de géologues burkinabés, appuyée par des experts extérieurs, identifie un gisement majeur au nord du pays. Lorsque les satellites français repèrent des anomalies dans la zone, les chancelleries occidentales activent des canaux d'alerte. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme aligné, apparaît soudain comme un territoire moins contrôlable que prévu. Cette modification silencieuse perturbe un système où les ressources minières africaines fonctionnent souvent comme levier diplomatique. C'est dans ce contexte que surgit Ibrahim Traoré, non en figure symbolique, mais en responsable placé au centre d'une mécanique où aucune marge de négociation n'est laissée. Le télégramme ne transmet pas une inquiétude, il impose un choix, céder ou s'isoler, en présumant que le pays n'osera pas contredire un ordre structuré depuis des décennies. Cette présomption crée le véritable point de rupture, car elle réduit l'État burkinabé à une variable attendue, incapable de redessiner seule l'équation régionale. Pendant ce temps, la société absorbe les premiers signaux. Dans les cafés de Ouagadougou, les rumeurs circulent avant même que certains médias africains ne confirment l'existence du document. Sur les marchés financiers de Londres, les réactions s'enclenchent alors que les analystes monétaires s'interrogent sur un choc imminent. Dans les rues, l'attente mêle prudence et fierté. Un pays petit, enclavé, pourrait devenir le premier à refuser un ultimatum considéré comme incontournable. Et la question initiale, que se passe-t-il lorsqu'un État dit non, commence à prendre la forme d'un scénario où chaque acteur mesure déjà les conséquences possibles. Dans les heures qui suivent la fuite du télégramme, la compréhension la plus nette de la crise vient non pas des salons diplomatiques, mais de ceux qui en ressentent immédiatement les vibrations. Sur plusieurs sites miniers du nord et de l'ouest, les directeurs reçoivent des instructions inhabituelles. Suspendre les extractions, verrouiller les serveurs techniques, restreindre les accès routiers. Ces gestes paraissent strictement opérationnels, pourtant ils signalent discrètement que quelque chose d'inhabituel se prépare. Un chef d'équipe raconte comment son groupe a coupé les machines quelques minutes après avoir entendu l'annonce radio évoquant l'ultimatum.
Le silence qui a suivi n'était pas celui d'une simple pause logistique, mais d'une prise de conscience collective. Si les mines constituent le cœur économique du pays, elles deviennent aussi la première surface où se lisent les conséquences d'une pression extérieure. Ce moment suspendu révèle une inquiétude déterminée, plutôt qu'une panique, une vigilance d'autant plus forte que chacun sait que sa propre sécurité dépend désormais d'événements situés bien au-delà du site. Dans les universités, ce sont d'autres voix qui s'élèvent. Des étudiants organisent des cercles de discussion improvisés pour analyser ce qu'ils perçoivent comme un test identitaire. Certains redoutent l'isolement international, d'autres y voient le possible tournant historique d'un État longtemps contraint par des cadres extérieurs. Ce contraste crée une dynamique nouvelle. Le débat ne porte plus uniquement sur la dette, mais sur la place réelle du pays dans un ordre régional dont les règles semblaient immuables. Et l'idée qui revient le plus souvent est simple, presque brute. Un changement à la tête du pays ne suffit pas à tout expliquer, mais les décisions prises au sommet pourraient redéfinir durablement les conditions de vie ordinaires. Le déclencheur survient avec une brutalité calculée. À peine le télégramme fictif relayé dans la cellule présidentielle, un réseau de décisions silencieuses se met en marche, chacune semblant répondre à une logique préétablie. Dans les bureaux feutrés de la capitale, les conseillers les plus proches examinent la note confidentielle, relèvent les montants, évaluent les risques, mais comprennent surtout que l'ultimatum ne laisse aucun espace pour le compromis. L'ordre de 48 heures agit comme une coupure nette, une frontière invisible entre ce qui existait auparavant et ce qui va suivre. Dans ce cadre narratif, le personnage fictif Ibrahim Traoré devient l'une des figures centrales qui déclenchent la transition, non pas parce qu'il cherche le conflit, mais parce que la structure du récit l'oblige à choisir. Très vite, la mécanique se renforce. Au ministère fictif des Mines, les serveurs internes passent d'un mode ouvert à un protocole de verrouillage intégral. Les lignes de communication publique restent actives, mais les canaux sécurisés sont redirigés vers un centre restreint. Dans les bâtiments administratifs, les portes se ferment plus tôt que d'habitude, tandis que des véhicules sans insigne circulent vers les points stratégiques identifiés plusieurs semaines auparavant. Ce déploiement gradué forme le cœur du une montée progressive. Rien n'est spectaculaire, rien n'est filmé, mais chaque action renforce l'idée qu'un pays, dans cette fiction, s'achemine vers une confrontation qu'il n'a pas choisie. Le une montée progressive gagne ensuite les infrastructures essentielles. Aux premières heures de l'après-midi, les techniciens des stations électriques relèvent une série de requêtes anormales provenant de l'extérieur. Le trio responsable de la cybersécurité isole immédiatement les nœuds exposés, bascule les systèmes en mode autonome et déploie des pare-feux improvisés. Cette réaction rapide marque la seconde phase de la montée en tension. Dans le récit, l'état fictif ne se contente plus de répondre, il devance les perturbations probables, anticipant des ingérences que le télégramme laissait sous-entendre. Puis vient la troisième phase d'une montée progressive, plus visible, la sécurisation physique. Sur les routes menant aux zones minières, des points de contrôle supplémentaires apparaissent. Des unités spéciales, introduites dans cette fiction comme récemment formées, se déploient discrètement autour de plusieurs installations. Les habitants des villages voisins remarquent une agitation inhabituelle, mais ne perçoivent pas encore l'ampleur de ce qui se joue. C'est à cet instant précis que la narration bascule, car chaque action ressemble à une réponse coordonnée face à une pression accrue. La fiction construit ici une atmosphère où le moindre bruit de moteur ou le moindre changement dans la circulation peut signaler un tournant. L'onde de choc commence lorsque la nouvelle fuite médiatique, un article non attribué dans un journal régional imaginaire, révèle l'existence de l'ultimatum. L'effet est immédiat. Débats improvisés, messages contradictoires, discussions dans les marchés et dans les transports collectifs. Pour beaucoup, l'information paraît trop brutale pour être réelle. Mais au fil des heures, l'idée s'installe que le pays fictif fait face à un affrontement où la logique n'est plus uniquement financière. Le personnage fictif Ibrahim Traoré, dont le regard calme est décrit par certains témoins du récit, devient une figure autour de laquelle se cristallisent les attentes, les doutes et parfois une forme de détermination. Lorsque la journée se termine, l'onde de choc atteint les capitales étrangères imaginaires. Réunions tardives, analyses fragmentaires,
inquiétude sur un possible précédent. La narration installe alors une tension durable. Le pays fictif vient de franchir un seuil qui changera la trajectoire de tout ce qui suivra. L'étape qui suit dans cette trajectoire fictive consiste à analyser les transformations mesurables, celles qui, dans le récit, structurent la résilience d'un pays soumis à une pression extérieure sans précédent. Les données disponibles proviennent de rapports techniques internes imaginaires rédigés durant les semaines suivant l'ultimatum. Elles permettent de comprendre comment les structures économiques se recomposent non pas par miracle, mais par réorganisation forcée, méthodique et parfois hésitante. Dans cette fiction, l'objectif n'est pas de prouver une réussite, mais de tracer les lignes d'un changement réel, chiffré, dérangeant pour certains acteurs extérieurs. Le premier chiffre fictif sert de point de départ. 82 tonnes d'or, produites annuellement avant la crise, constituant dans l'histoire la situation initiale indispensable. Après les mesures de sécurisation et la reprise progressive du contrôle logistique, la production chute de 17%, l'écart observé cohérent avec le bouleversement des opérations. Cette baisse est expliquée par une phrase courte, presque technique. La réorganisation interne nécessite un ralentissement contrôlé des extractions. Ce mouvement ne représente pas un effondrement, mais une transition volontaire qui redistribue les responsabilités, réoriente les priorités et réduit la dépendance aux opérateurs étrangers autrefois dominants dans ce récit. Le deuxième bloc chiffré du récit concerne les revenus internes. Avant l'ultimatum, le pays fictif enregistrait 1 milliard de recettes directes liées aux activités minières. 3 mois après la réorganisation, ce montant atteint 2,2 milliards. Un doublement qui surprend non pas par son ampleur, mais par sa vitesse. La phrase explicative suit la règle narrative. La disparition des commissions externes augmente la rétention nationale des flux. L'univers fictif suggère que cette hausse provient d'une simple redirection, non d'un accroissement des volumes. L'écart observé, structurant pour la suite du récit, alimente les investissements internes nécessaires à la stabilisation énergétique et à la modernisation partielle des infrastructures publiques. Le troisième bloc de données porte sur les réserves financières disponibles. Au début de la fiction, elles s'élevaient à 2,3 milliards d'avoirs liquides, un montant suffisant pour absorber des chocs modérés. 6 mois après la crise, les rapports imaginaires indiquent un passage à 2,7 milliards, l'écart observé modeste mais significatif. La phrase d'interprétation est volontairement neutre. La diversification monétaire réduit la vulnérabilité aux fluctuations extérieures. Dans ce monde fictif, une partie des transactions s'effectue en devises alternatives, créant des marges de manœuvre qui limitent la pression exercée par des institutions imaginaires cherchant à imposer l'ultimatum initial. Ces 3 blocs ne forment pas une vision triomphante. Ils constituent plutôt le squelette statistique d'une mutation fragile, parfois incohérente, souvent tendue. Le récit ne masque pas les difficultés. Ralentissement logistique, coûts énergétiques fluctuants, retard dans certaines importations, incertitude persistante dans les secteurs périphériques. Pourtant, les données montrent que le basculement n'a pas entraîné l'effondrement anticipé. Elles alimentent un débat intérieur où techniciens, économistes et responsables politiques fictifs cherchent à comprendre si cette trajectoire peut être tenue plus longtemps. Pour certains personnages secondaires, ingénieurs des sites miniers, analystes du ministère fictif des Finances, ces chiffres démontrent que la décision prise par l'État n'a pas détruit les fondations économiques. Elle a simplement forcé une recomposition. Et même si l'histoire ne le dit pas explicitement, le calme observé dans les premières interventions publiques de Ibrahim Traoré, figure fictive du récit, polarise les discussions. Certains y voient une stratégie, d'autres un pari risqué, mais tous reconnaissent que les données ne racontent pas la déroute annoncée. La fiction installe ainsi une équation nouvelle. Les chiffres, loin de clore le débat, ouvrent la voie à un affrontement narratif entre prudence, ambition et incertitude. Dans la dynamique fictive qui suit les premières semaines de tension, 2 lectures opposées émergent parmi les analystes internes et les observateurs étrangers imaginaires. La première thèse affirme que la trajectoire adoptée par l'état du récit constitue un pari excessif. Selon ce courant, le ralentissement de 17% de la production d'or ne serait pas simplement un ajustement temporaire, mais le signe d'une fragilité profonde. Les difficultés logistiques, les retards d'importation et les tensions énergétiques
alimentent cette vision pessimiste. Pour ces critiques fictifs, chaque indicateur partiel annonce l'usure progressive d'un système déjà sous pression. Leur argument central est technique. Un pays enclavé, dépendant d'infrastructures limitées, risquerait d'accumuler des déséquilibres qu'aucune réorganisation administrative ne peut compenser durablement. À l'opposé, une deuxième thèse s'organise autour d'un raisonnement différent, tout aussi construit. Pour ce camp narratif, les signes de vulnérabilité ne sont pas les prémices d'un déclin, mais les cicatrices inévitables d'une transition structurelle. Le doublement fictif des revenus domestiques, de 1,1 à 2,2 milliards, est présenté comme la preuve que le pays récupère une valeur jusque-là absorbée par des circuits externes. De même, la hausse des réserves liquides de 2,3 à 2,7 milliards est perçue comme l'indice d'une adaptation tactique réussie. Les partisans de cette thèse soutiennent que la réorganisation logistique, malgré ses coûts immédiats, ouvre la voie à un modèle plus autonome. La vulnérabilité ne disparaît pas, mais elle cesse d'être intégralement dictée par des dépendances extérieures. La réponse la plus solide dans ce récit fictionnel se situe entre ces deux pôles. Les données chiffrées montrent qu'aucune vision extrême ne rend justice à la complexité de la situation. Oui, les chaînes d'approvisionnement ont ralenti, et certains secteurs ont été touchés plus durement que prévu. Mais les deltas positifs observés dans les flux internes indiquent aussi que la structure économique ne s'est pas effondrée malgré la pression. Le pays fictif traverse une zone grise, faite de risques considérables, mais aussi de gains inattendus, où les évolutions chiffrées racontent un paysage mouvant plutôt qu'une trajectoire linéaire. Le point d'inflexion apparaît soudain. Dans cette fiction, il ne s'agit ni d'une déclaration publique, ni d'un incident spectaculaire, mais d'un échange discret entre plusieurs États voisins imaginaires, qui décident pour la première fois d'aligner partiellement leurs stratégies économiques sur celles du pays soumis à l'ultimatum. Ce glissement, presque imperceptible dans les premières heures, constitue pourtant la véritable bascule du récit. Il suggère que la pression extérieure, censée isoler le pays, peut produire l'effet inverse, créer un espace de solidarité inattendu. Les signaux se multiplient dans les jours suivants. Le Mali fictif offre une assistance logistique limitée. Le Niger imaginaire dépêche des conseillers techniques. La Guinée propose un appui aérien ponctuel. Aucun de ces gestes ne renverse la situation, mais leur accumulation restructure l'équilibre régional. Dans cette dynamique, la présence calme d'Ibrahim Traoré, personnage fictif central, devient un repère pour ceux qui cherchent un cadre décisionnel stable au milieu de la crise. Ce midpoint ne résout rien, mais il change tout. D'un affrontement isolé, le récit bascule vers une épreuve collective où chaque acteur régional doit redéfinir sa position avant la suite inévitable de la confrontation. Les premières répercussions de la crise fictive se manifestent d'abord chez les ménages, là où les transformations politiques se traduisent immédiatement par des gestes quotidiens. Dans les quartiers de la capitale imaginaire, certains produits importés deviennent plus coûteux ou arrivent avec plusieurs jours de retard, conséquence logique des ralentissements logistiques. Pourtant, les familles ne se replient pas sur une peur silencieuse. Les radios communautaires diffusent en continu des analyses, les comités de quartier s'organisent et des groupes de volontaires lancent des initiatives d'autonomie alimentaire. Pour beaucoup, la pression extérieure n'est pas seulement un obstacle, mais un moment où la dignité sociale se redéfinit. Dans ce contexte, les citoyens voient les actions décrites dans les parties précédentes comme une épreuve nécessaire de stabilité. Les entreprises, elles, entrent dans une zone de transition plus profonde encore. Dans les mines nationalisées fictives, les nouvelles équipes de gestion doivent absorber la baisse initiale de 17% de la production, tout en réorganisant les chaînes d'approvisionnement. Certaines sociétés locales d'ingénierie, longtemps marginalisées, obtiennent leur premier contrat structurant, profitant de la recomposition générale. Les industries dépendantes des importations doivent quant à elles s'adapter à des cycles d'attente allongés et à un coût énergétique plus volatile. Pourtant, malgré ces tensions, un mouvement d'ouverture émerge. La disparition des commissions externes et la redirection des flux vers l'intérieur créent un espace économique où les entreprises locales peuvent enfin occuper un rôle central. Cette dynamique ne transforme pas immédiatement le paysage industriel, mais elle modifie les trajectoires possibles.
Du côté de l'État, la transformation est encore plus visible. La réorganisation administrative, la sécurisation des serveurs miniers et les déploiements tactiques décrits dans le récit imposent une centralisation des décisions. Les revenus domestiques doublés, de 1,1 à 2,2 milliards fictifs, alimentent le budget national, permettant d'investir dans l'énergie, les routes et une partie des infrastructures agricoles. Les tensions diplomatiques persistent, mais la stabilité bancaire demeure, soutenue par une diversification monétaire déjà amorcée dans la fiction. Pour les responsables politiques de cette histoire, le défi est clair, préserver la cohésion interne face aux pressions extérieures tout en renforçant les secteurs qui pourraient consolider l'autonomie à moyen terme. À l'échelle régionale, les effets sont peut-être les plus surprenants. La coopération émergente entre les États voisins imaginaires, assistance logistique, soutien technique, appui aérien limité, crée un espace inédit où la pression extérieure perd de son caractère unilatéral. Cette dynamique ne signale pas la naissance d'un bloc solide, mais d'une coordination pragmatique née de circonstances partagées. Au centre de cette recomposition, la figure fictive d'Ibrahim Traoré joue un rôle symbolique plus qu'opérationnel. Elle incarne, pour certains partenaires régionaux, l'idée qu'un État peut traverser une épreuve politique majeure sans s'effondrer immédiatement. Cette perception influence subtilement les discussions dans les capitales voisines où l'on observe les événements avec prudence, intérêt et parfois admiration. Ainsi, les conséquences de cette séquence fictive dépassent le cadre étroit de l'ultimatum narratif. Elles se diffusent à travers les foyers, les entreprises, les institutions et toute une région en recomposition, comme si chaque acteur redécouvrait progressivement sa place dans une configuration nouvelle. Dans la trajectoire fictive ouverte par l'ultimatum, les mois à venir se dessinent selon 3 chemins possibles. Chacun repose sur les tendances déjà observées dans le récit. Réorganisation interne, solidarité régionale émergente, pression extérieure fluctuante et transformation progressive des structures économiques. Aucun scénario n'offre de certitude. Chacun décrit plutôt un champ de contraintes et d'opportunités où l'évolution dépend moins d'un événement unique que de l'interaction entre plusieurs dynamiques. Dans cette version, l'État fictif parvient à stabiliser ses systèmes internes sans déclencher de nouvelles escalades. Les revenus doublés, acquis par la redirection des flux, permettent d'entretenir les infrastructures essentielles, tandis que la baisse initiale de la production d'or est progressivement absorbée. Les chaînes d'approvisionnement restent irrégulières, mais ne s'effondrent pas. La coordination régionale continue à un rythme modéré, renforçant partiellement la sécurité et quelques projets logistiques communs. La tension ne disparaît pas, mais devient gérable comme un climat persistant avec lequel institutions et citoyens apprennent à fonctionner. Ici, la dynamique régionale prend de l'ampleur. Les États voisins fictifs consolident leur coopération économique et sécuritaire, amplifiant les initiatives déjà amorcées. Les investissements internes gagnent en efficacité, stimulés par la stabilisation énergétique et une diversification monétaire plus fluide. La production d'or retrouve un niveau proche de la situation initiale narrative, soutenue par une gestion modernisée. Dans ce scénario, l'autonomie économique devient plus tangible et les tensions extérieures perdent de leur influence. La société ressent un apaisement progressif, accompagné d'un regain de confiance dans la trajectoire collective. Cette perspective repose sur une amplification de la pression extérieure. Des restrictions financières plus lourdes perturbent les importations essentielles, entraînant des retards prolongés, une hausse des coûts énergétiques et une fragilisation des industries locales. Les revenus internes stagnent, tandis que la production minière peine à se stabiliser au-dessus de l'écart observé initial. Dans ce scénario, la cohésion sociale devient plus vulnérable et les ajustements administratifs ne suffisent plus à contenir les déséquilibres. La résilience existe encore, mais elle s'amincit au fil des semaines. Ces 3 chemins ne prétendent pas décrire l'avenir, même dans le cadre fictif. Ils invitent plutôt à réfléchir à une règle simple. Dans tout système sous pression, ce n'est pas l'intensité du choc qui détermine la suite, mais la manière dont les acteurs rééquilibrent leurs marges. Dans la fiction en cours, la crise transforme profondément la manière dont plusieurs groupes sociaux interprètent la transition. Les jeunes urbains, d'abord, perçoivent l'ultimatum comme un révélateur.
Dans les centres culturels et les espaces de discussion improvisés, ils débattent du sens de la souveraineté, du rôle des ressources nationales et des limites d'un ordre financier extérieur présenté comme immuable. Pour eux, cette période agit presque comme une initiation collective. Un pays fictif, longtemps contraint par des structures dominantes, semble soudain capable de redéfinir sa trajectoire. Les débats ne se limitent pas aux chiffres. Ils touchent à la place que chaque génération souhaite occuper dans une histoire qui s'écrit autrement. Les travailleurs des secteurs essentiels vivent cette transition de manière plus directe. Les fluctuations de prix, la variabilité énergétique et la réorganisation minière affectent leur quotidien, parfois brutalement. Pourtant, beaucoup expriment une forme de résilience active. Dans les ateliers, sur les chantiers ou dans les stations techniques, ils observent que les revenus internes augmentés permettent des programmes d'entretien, de réparation ou de formation autrefois impossibles. Leur inquiétude ne disparaît pas, mais elle coexiste avec la conviction que la pression extérieure ne doit pas définir entièrement les conditions locales. La diaspora fictive, dispersée dans divers pays du récit, suit la situation avec une attention particulière. Pour certains, la crise dépasse la simple gestion d'un ultimatum. Elle pose la question de ce qu'un État peut expérimenter pour reconstruire sa place dans un monde hiérarchisé. Les débats circulent sur les réseaux sociaux, oscillant entre prudence, admiration et scepticisme. Beaucoup y voient un moment charnière où la cohésion interne devient un facteur stratégique aussi important que les ressources ou les accords extérieurs. Ainsi, chaque groupe perçoit autrement la transition, mais tous reconnaissent qu'elle redéfinit silencieusement les repères traditionnels. Dans ce récit fictif, la stabilisation durable ne peut reposer ni sur l'improvisation, ni sur la seule réaction aux pressions extérieures. Les responsables élaborent donc une feuille de route en 5 étapes, chacune définie par un objectif clair, un acteur identifié et une méthode de vérification. Au centre de cette dynamique, le personnage fictif Ibrahim Traoré sert de point d'articulation, non comme figure héroïque, mais comme coordinateur politique d'un système en reconstruction. À ce stade, sécuriser les ressources. Les unités techniques et les forces spécialisées poursuivent la consolidation des infrastructures minières déjà amorcées dans les chapitres précédents. Objectif, garantir que chaque flux de valeur reste traçable. Mesures, rapports hebdomadaires sur la stabilité opérationnelle. À ce stade, stabiliser l'économie interne. Le ministère fictif des Finances réoriente les revenus internes doublés vers l'énergie, les routes et l'agriculture. Objectif, réduire les dépendances vulnérables. Mesures, indicateurs mensuels sur les stocks, les coûts et les délais logistiques. À ce stade, moderniser l'approvisionnement énergétique. Une agence technique imaginaire déploie des modules solaires et géothermiques, selon un calendrier progressif. Objectif, amortir la volatilité énergétique. Mesure, taux d'autonomie locale dans les pôles industriels. À ce stade, renforcer l'intégration régionale. Les États voisins fictifs coordonnent leurs corridors logistiques et certaines capacités de sécurité. Objectif, transformer une solidarité conjoncturelle en cadre durable. Mesure, fréquence et efficacité des missions conjointes. À ce stade, consolider la cohésion sociale. Les programmes éducatifs, les radios communautaires et les dispositifs de formation visent à ancrer la transition dans la vie quotidienne. Mesure, participation citoyenne et stabilité locale. Ainsi structurée, la trajectoire fictive propose une méthode plutôt qu'une promesse, maintenir l'équilibre entre contraintes immédiates et reconstruction progressive. Dans cette fiction, tout revient au silence des mines, ce moment suspendu où les machines s'étaient arrêtées d'un seul geste, comme si le pays entier retenait son souffle avant la décision à venir.